Bien, ben écoutez, je suis ravi de venir réfléchir avec vous. Alors, ce n'est pas Jacques Attali, ce n'est que Jean Caspar. Je vais essayer de faire en sorte que cet après-midi vous paraisse intéressante, parce que essayer de réfléchir sur les mutations et les transformations qui s'opèrent dans la société, qui requestionnent à la fois tous les acteurs, à la fois politiques, syndicaux, économiques, associatifs, est toujours un exercice utile pour comprendre le monde et surtout pour essayer de voir comment agir sur le monde, pour que ce monde se transforme, soit plus positif, à la fois pour les gens aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Alors bon, j'ai regardé parce que moi je me souvenais plus tellement de ce bouquin, et je vais commencer quand même, j'ai un petit malin plaisir à vous lire ce que j'écrivais en 2001, à un moment où paraissait ce livre. Je disais, le droit social doit s'adapter, se renouveler, s'enrichir, se débarrasser de certaines scories pour se mettre en conformité avec l'état de la société. J'ajoutais un peu plus loin, une telle évolution n'est pas envisageable sans que la notion d'avantage acquis soit remise en question. Et dans tous les cas, mise en débat. Je n'ai pas écrit ça devant une assistante pour faire plaisir à l'assistance. J'ai écrit ça face à moi-même, face au regard que je portais sur la société. Et depuis quelque temps, depuis fort longtemps, je me dis qu'il n'y a pas de sujet tabou, je reviendrai sur ce point, et qu'il faut être capable de répondre aux questions qui se posent. Il n'y a pas philosophé sur la question. La question se pose, elle est donc nécessaire, utile. Il n'y a que de bonnes ou de mauvaises réponses. Mais si la question se pose, il ne s'agit pas de dire c'est une bonne ou une mauvaise question. Elle se pose, il faut donc tenter d'y répondre. Donc voilà ce que j'écrivais sur les avantages acquis. Et puis j'écrivais également, voilà. S'agissant de la retraite, 2001, je rappelle, s'agissant de la retraite, est-il logique d'imposer à tous le même âge de retraite à 60 ans, alors que l'on sait que l'espérance de vie a augmenté et que les conditions de travail ne sont pas homogènes et que la scolarité s'allonge et que les aspirations des personnes peuvent être différentes. 2001. J'ai cité exactement la phrase. Puis je pourrais en rajouter 2 ou 3 autres, mais ce n'est pas l'objet du débat. Ce qui montre bien, si vous voulez, alors on pourrait dire, Caspar, il a une vision formidable, etc. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant. Que 10 ans, 11 ans après, on n'ait pas encore suffisamment eu le courage d'aborder, de traiter ces questions, montre à l'évidence les difficultés de notre société à se réformer, à se transformer. Et donc la nécessité de nous poser la question, qu'est-ce qui fait que nous avons cette difficulté? Alors d'abord, sur le titre du débat que nous avons aujourd'hui, 2 objections. La première pour dire, alors ça, moi, je n'y crois pas du tout. On n'est pas dans une situation de crise. Car l'idée de penser qu'on est en crise consisterait à penser qu'il y a un bon médicament quelque part, qu'il faut se procurer rapidement, on prend ce médicament et tout repart comme avant. Non, on n'est pas du tout dans ce contexte. On est dans un contexte de mutation, de transformation profonde qui requestionne nos modes de pensée, qui requestionne nos pratiques économiques, nos pratiques politiques, nos pratiques sociales, et que cette transformation et cette mutation ne durera pas un instant. Ce sera un processus de transformation et de mutation permanent. Parce que je crois que s'il y a une loi fondamentale dans l'existence, s'il y en a une, c'est la loi de l'évolution. Et que donc, nous sommes confrontés à cette loi de l'évolution qui nécessite une adaptation permanente de nos modes de pensée, de nos modes de réflexion, de nos pratiques sociales, de nos pratiques politiques, etc. Ça me paraît tout à fait important, qui renvoie d'ailleurs au passage à une réflexion philosophique tout à fait importante. On a tous besoin de convictions, de croyances, de référents. On a besoin d'une colonne vertébrale pour se tenir debout. Mais il faut accepter que ces croyances, que ces référents, que ces convictions que l'on peut avoir puissent être requestionnées par le mouvement de la vie, par le mouvement de l'intelligence,
celle des autres, la mienne, par le mouvement de la science, des techniques, des transformations. Car ceux qui s'installent dans leurs croyances et dans leurs convictions, sans prendre en compte le mouvement de la vie, deviennent de fait des intégristes et des dogmatiques. Et en ce qui me concerne, je vomis les intégrismes et les dogmatismes de quelque nature que ce soit. Car je crois profondément au mouvement de la vie, à la nécessité de s'interroger en permanence, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de conviction et de croyance, mais accepter qu'elles puissent être re-questionnées, parce que rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Même la vie. Quelle que soit la conception que l'on a de ce qui peut passer après. Et la deuxième réflexion, c'est que je ne crois pas au modèle. C'est-à-dire la construction d'un modèle et qu'il suffirait de copier. Ou tiens, il y a un modèle en Allemagne, il faut le copier. Il y a un modèle aux États-Unis, il faut le copier. Non, je ne crois pas à l'idée de modèle. Je crois à la nécessité de repères nécessaires pour l'action, nécessaires pour la transformation, nécessaires pour l'évolution, mais pas de modèle. Si nous avons une intelligence, c'est pour la faire travailler et pas simplement recopier des modèles. Par contre, nous avons nous inspirer de ce qui se passe ailleurs. Nous inspirer de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Amérique latine, etc. Et de voir quelles sont les traductions que l'on peut faire en fonction de nos réalités, de notre culture, etc. Et puis, je crois qu'il y a 3 enjeux fondamentaux sur lesquels je voudrais insister dès le départ, avant de développer un peu mes réflexions. Je crois qu'il y a 3 enjeux fondamentaux devant lesquels nous sommes aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est apprendre la coopération. Apprendre de travailler avec l'autre, avec les autres. Car aujourd'hui, aucun acteur seul n'est en mesure de relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Ni l'État, ni les syndicats seuls, ni le patronat seul, ni les collectivités territoriales seules. Il faut apprendre à travailler ensemble. Or là, nous avons quelques mal dans la société française. On aime bien les tranchées. Alors je vais caricaturer. Je suis de droite, forcément, ceux qui sont de gauche sont des abrutis. Pardonnez-moi le langage un peu direct. Je suis de gauche, forcément, les gens de droite sont des abrutis. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai bourlingué dans le parcours que j'ai eu la chance de faire. J'ai rencontré des hommes à droite, à gauche, à de plus haut niveau, présidence de la République, Premier ministre, ministre, enfin tout ce que vous voudrez. Eh bien, pardonnez-moi, mais j'ai rencontré des gens formidables partout et des cons partout. Il faut regarder les choses comme elles sont. C'est pas parce que je suis d'un clan que ça me donne toutes les qualités, toutes les vertus. Non. Je crois à des valeurs qui peuvent être différentes, mais il faut que j'accepte que d'autres puissent croire à d'autres valeurs. Et que de temps en temps, je me pose la question, comment je peux travailler avec l'autre? Et comment, sur les grands enjeux, si on ne veut pas désespérer la société, si on veut lui donner de l'espoir, si on veut lui dire qu'un débouché est possible, hein, qu'on soit capable, sur des enjeux fondamentaux, de travailler ensemble. Mais c'est vrai pour l'entreprise. Hein, pour l'entreprise, sortir des clichés. Le patron n'est pas, par nature, un exploiteur. Le patron est un gestionnaire. Et exercer la responsabilité de gestion, c'est difficile, de plus en plus difficile. Dans un monde ouvert, la concurrence, les techniques, les aspirations, etc., de plus en plus difficile. Il peut devenir un exploiteur. Mais il ne l'est pas par nature. On n'est pas bon ou mauvais par nature. C'est un peu plus compliqué que ça. On peut le devenir. Bon. Et le syndicaliste, c'est pas un emmerdeur. Ça peut l'être, bon, d'accord, ok. Mais c'est quelqu'un qui est porteur d'une logique. Porteur d'une logique. Qui n'est pas tout à fait la logique du chef d'entreprise, bien sûr. C'est deux logiques différentes. Mais deux logiques qui doivent trouver le moyen de se rencontrer, de dépasser leur logique propre pour construire ensemble une logique commune. Donc apprendre la coopération, ça me paraît quand même dans notre pays, quand on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays européens, l'Allemagne dont on cite souvent l'exemple, les pays nordiques, etc., eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre la coopération. Ils la pratiquent. Nous, on a encore à faire un peu l'apprentissage de cette coopération.
Deuxième point fondamental, c'est qu'il faut considérer qu'il n'y a pas de sujet tabou dans une société. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, pas de sujet tabou. Alors vous savez, quand je regarde le débat sur la compétitivité, moi j'ai envie à la fois de rigoler et en même temps presque de pleurer, quoi. Les impacts de choc de compétitivité, puis on parle de pacte de compétitivité, et puis ce matin je lis la presse, on parle d'électrochoc de compétitivité. Pourquoi faut-il donc, pour se distinguer et ne pas aborder les questions de fond, de montrer une petite différence? Non, moi je veux un choc de compétitivité. Oh non, un pacte de compétitivité. Non, un électrochoc de compétitivité. Vous voyez, c'est celui qui aura la formule. Bon. Enfin, cessons un peu ce jeu, je dirais, de cours d'école. Et un problème de compétitivité. Je peux tourner le bébé comme je veux, bien sûr que oui. Mais alors, allons au fond des choses. Allons au fond des choses. Et acceptons de considérer que la compétitivité nécessite d'agir sur de multiples claviers. Dans certains cas, sur les claviers de coût, bien sûr. Bon, dans certains cas, peut-être sur d'autres claviers aussi. Hein. Ceux de l'innovation, ceux de la politique commerciale, ceux de la qualité, ceux de la compétence, niveau de formation des salariés, etc. Ceux peut-être aussi, tiens, du dialogue social. La nature du dialogue social. Évidemment, un dialogue social où on est chacun dans les tranchées et où on se considère comme des adversaires n'est pas propice à une compétitivité, une productivité positive. Hein. Enfin, on n'a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ça. Hein. Le simple bon sens. Hein. Bon. Voilà. Donc, abordons ces questions de fond. Hein. Donc, apprendre qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Et troisième exigence pour la société française. Sur les mots, j'aurais pu prendre exactement, comme j'ai pris la compétitivité, j'aurais pu prendre la flexibilité. Hein. Pour les uns, c'est la flexibilité, pour les autres, c'est la souplesse, pour les autres, c'est la fluidité. Enfin, quand même, là aussi, les entreprises, c'est évident, ont besoin de souplesse. Mais en même temps, elles ont besoin de sécurité. Il ne faut pas opposer les choses. Essayons de voir comment on peut construire à la fois des souplesses nécessaires et les garanties et les sécurités nécessaires. Mais pas les sécurités anciennes. Hein? L'idée qui consiste à dire que la vraie sécurité, c'est de garantir l'emploi jusqu'à la retraite, ça c'est du pipeau. C'est pas la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est l'employabilité des salariés. Leur permettre de progresser en qualification pour que le jour où ils sont effectivement confrontés à un problème de transformation de l'entreprise, de reconfiguration, ils puissent reconstruire un autre déroulement de carrière professionnelle. C'est ça la vraie sécurité. Mais l'employabilité, c'est pas simplement acquérir des compétences professionnelles, techniques, ou tout ce que vous voudrez. Aussi des compétences de compréhension du monde dans lequel je vis. Comprendre que l'économie, c'est quelque chose de vivant qui nécessite une adaptation, une évolution permanente, etc. Voilà, donc sortir de cette idée qu'il y a des mots tabous, etc. Et enfin, un dernier point, je crois qu'il faut réapprendre dans notre société enfin pas réapprendre, plus exactement, à revaloriser la notion de compromis. Revaloriser la notion de compromis. Le compromis, c'est pas de la compromission. Le compromis, pour moi, c'est l'expression de l'intelligence des hommes et des femmes qui prennent conscience que pour vivre ensemble, on ne peut pas faire autrement que de passer des compromis. Enfin, écoutez, je ne vais pas prendre la société, je ne vais pas prendre l'entreprise comme système d'organisation, je vais prendre la famille comme système d'organisation. Dans un couple, dans une famille, on ne recherche pas en permanence le compromis. L'équilibre entre des points de vue qui peuvent être différents, l'équilibre entre des envies qui peuvent être différentes, l'équilibre entre des points de vue qui peuvent être différents. Le compromis est nécessaire. Il est nécessaire dans la vie de tous les jours, il est nécessaire dans la vie en société, il est nécessaire dans l'entreprise. Ce n'est pas le compromis qui est à discuter. Ce qui est à discuter, c'est la nature du compromis. Est-ce qu'on est dans une démarche de compromis gagnant-gagnant? Ça, c'est le meilleur compromis.
C'est le compromis où chacun a le sentiment qu'il a fait un bout de chemin et que ce bout de chemin permet effectivement d'arriver à un équilibre entre des points de vue différents ou entre des intérêts différents. Moi, je crois que ces trois enjeux sont absolument aujourd'hui fondamentaux dans notre société. Et nous avons, de ce point de vue-là, les uns et les autres, à la fois que l'on soit politique, que l'on soit syndicaliste, que l'on soit chef d'entreprise, responsable territorial, de sérieux efforts à faire pour, justement, essayer de répondre à ces questions. Alors, première réflexion que je voudrais également vous soumettre, puisqu'ensuite il y aura la discussion, et c'est là que ce sera le moment le plus important. Moi, je vous apporte quelques réflexions qui sont le fruit d'un parcours. Si, juste un point, j'aurais aimé vous dire d'entrée de jeu, j'ai oublié, donc je me raccroche à mes branches, et je vous l'ai dit maintenant. C'est vrai que j'ai un parcours un peu qui n'est pas anodin, disons, quoi, un parcours... j'ai la chance d'avoir un parcours formidable. Entre le gamin qui descend au fond de la mine, qui travaille comme électromécanicien, et bon, tout le reste, etc. Alors il faut se poser une question, qu'est-ce qui fait qu'on a un parcours de ce type? Qu'est-ce qui fait qu'on accède à des responsabilités? Qu'elles soient syndicales, politiques, managériales, etc. C'est toujours la conjonction de deux facteurs. Moi, je tiens beaucoup à cela. Deux facteurs. Un, les potentiels, et deux, les circonstances. Or, les circonstances, ce n'est pas vous qui les créez. C'est la vie, c'est des événements, c'est d'autres personnes. Alors, dans certains cas, les circonstances sont plus importantes que les potentiels. Je ne vous donnerai pas de nom. Dans d'autres cas, ce sont les potentiels qui sont plus importants que les circonstances, mais c'est toujours la conjonction de ces deux facteurs. Quand on a conscience de cela, on fait preuve à la fois d'ambition pour ce qu'on a envie de faire, pour soi, pour son syndicat, pour son parti, pour sa région, pour son entreprise, pour sa municipalité, etc. Mais on reste modeste. J'ai besoin des autres pour réaliser mes propres ambitions. J'ai besoin des autres pour réussir. Il faudrait peut-être un peu que le système éducatif se pose un peu cette question et que ceux qui exercent des responsabilités aient aussi conscience de cela. Je crois que ça faciliterait pas mal de choses dans le débat sur des sujets particulièrement difficiles. Ceci étant dit, première réflexion sur laquelle je voudrais insister, c'est justement l'importance des mutations et des transformations qui requestionnent justement à la fois nos pratiques économiques, nos pratiques sociales et la pratique de dialogue social. Je crois qu'il y a un point dont on ne traite pas suffisamment, qui explique un certain nombre de difficultés, c'est qu'on n'est pas encore sorti de ce que j'appelle la stratégie de la paresse. La stratégie de la paresse dans le dialogue social, liée au fait que pendant une trentaine d'années, 35 ans, il y a ce que les économistes ont appelé les 30 glorieuses, où le dialogue social, c'était quoi? Faire plus, encore plus et toujours plus. Et où le dialogue social, c'était aussi monnayer les contraintes. Quand dans des entreprises, on était confronté à des problèmes de poussière ou des problèmes de chaleur, quelle fut dans la majorité des cas la réponse apportée? Prime de poussière et prime de chaleur. Et tout le monde était content. Le patron, il avait la paix sociale, et les syndicalistes, camarades, grande victoire, nous avons décroché une prime. Mais on continuait, pardonnez-moi, à bouffer la poussière et à subir la chaleur. Sur le plan macroéconomique, quand on était confronté à des problèmes de financement de la protection sociale, financement des caisses d'allocation familiale, des caisses de retraite, etc., quelle fut la réponse, pas seulement des gouvernements, mais des gestionnaires, patronat et syndicats du système de protection sociale? Pas de problème, les enfants. On augmente les cotisations. Parce qu'on pouvait le faire, la croissance le permettait. On était dans l'illusion que la croissance sera la réponse à tous les problèmes. Il n'y a pas de difficulté. Allez-y, les petits. Aujourd'hui, on voit bien avec les taux de croissance qu'on constate depuis une dizaine d'années que ce type de réponse ne marche plus, qu'on va dans le mur.
Et ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, il ne faille pas faire plus, bien sûr, mais pas d'une façon générale et globale. Et que de plus en plus, il faut changer les règles et il faut modifier, réformer la société, réformer l'entreprise, réformer les gestions, les systèmes de protection sociale. Et réformer, c'est plus difficile. Plus difficile pour tout le monde. Difficile pour les dirigeants, parce qu'il faut réfléchir sur les procédures, il faut réfléchir sur la façon de procéder à la réforme. Parce que dire il faut réformer, quand il s'agit des problèmes des autres, là il n'y a pas de problème, hein, il faut y aller les enfants. Mais quand on est directement concerné et qu'il s'agit d'accepter de voir remis en cause un certain nombre d'avantages qu'on trouvait normaux parce que la nécessité l'impose, etc., ça devient un peu plus difficile. Donc la question de la réflexion sur la procédure me paraît tout à fait importante. Une anecdote, hein, quand, en lien avec l'absent d'aujourd'hui que je remplace sur un autre sujet, quand on a présenté les 316 propositions au président de la République, donc on est reçu à l'Élysée, la moitié du gouvernement était là, les hauts fonctionnaires de l'Élysée étaient là, et donc Attali, Jacques présente nos propositions, et le président répond. Et je dois dire que le président a vraiment chiadé son dossier. Sarko avait bien travaillé, il avait chiadé son dossier, il a bien répondu. Puis, sauf qu'à un moment donné, hein, il ne peut pas s'empêcher de se laisser aller. Hein. Voilà. Dérapage incontrôlé, hein, qui lui est arrivé de temps en temps. Puis il dit, bon écoutez, de toute façon, un certain nombre de ces réformes, je les mettrai en œuvre. De toute façon, moi je continuerai à réformer, parce que j'ai été élu pour réformer, la France a besoin de réformer. De toute façon, dit-il, là je cite pratiquement, hein, mot pour mot, de toute façon, quand il y a des grèves ou des manifestations, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Provocation totalement inutile. Totalement inutile. Alors évidemment, silence dans l'Assemblée. Ah, j'ai dit, ça, je ne peux pas le laisser passer. J'ai pris la parole. J'ai dit, Monsieur le Président, votre volonté de réforme est absolument utile et nécessaire à notre pays. Vous voyez mon esprit d'ouverture. Absolument nécessaire et indispensable à notre pays. Seulement, permettez-moi d'insister sur le fait que, de mon point de vue, la méthode, le processus de réforme est aussi important que l'objectif de la réforme. Et ça, c'est un mal français. Hein. On pense que quand un jour qu'on a trouvé la solution, le problème est réglé. Non, une fois qu'on a trouvé la solution, il faut se poser la question, bon d'accord, j'ai bien bossé, maintenant comment je vais faire pour que la solution auquel j'aboutis soit comprise, acceptée, etc. Donc je dis, le problème de la méthode est aussi important que l'objectif même de la méthode, et rechercher un consensus le plus large possible me paraît tout à fait nécessaire, etc. Et je lui dis, j'ajoute, je voudrais vous rappeler, ça c'est le fait d'être ancien, ça donne toujours un certain avantage, hein. Je voudrais vous rappeler qu'en mars 1968, un grand journaliste du Monde, Viançon-Pontet, écriva « La France s'ennuie ». Et 2 mois après, la France explosa. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas un certain nombre de choses qu'elles ne peuvent pas arriver. Et ça, dans le contexte actuel, je suis convaincu que c'est une préoccupation qu'on doit avoir à l'esprit. Si notre pays ne trouve pas rapidement les moyens de régler un certain nombre de questions fondamentales sur la compétitivité, le droit du travail, la nature du dialogue social, etc., le risque d'explosion, avec tout ce que cela peut avoir de négatif, n'est pas du tout à exclure aujourd'hui. Pas du tout à exclure. Voilà. Donc on voit bien que cette période de croissance, donc d'absence de croissance, est exigeante à la fois pour ceux qui appellent à la réforme, à la fois dans la réflexion sur les process, et deuxièmement, dans l'exigence d'exemplarité. Hein? Le meilleur discours, c'est l'exemple. Ce n'est pas la parole, c'est l'exemple, l'attitude, la façon dont on porte sur soi ce que l'on dit qu'il faut faire. Et exigeant également pour les organisations syndicales, bien sûr, parce qu'il faut accepter de re-questionner, hein, comme je disais tout à l'heure en relisant le bouquin, re-questionner le concept d'avantage acquis.
Donc ça, c'est la première transformation tout à fait importante, avec aussi l'idée qui est liée à celle-là, l'idée qu'il faut également de plus en plus avoir la lucidité de lier le concept de droit au concept de devoir. Quand la société, l'entreprise me donne des droits, j'ai à l'égard de l'entreprise et de la société des devoirs. Et ça, on l'a un peu oublié. Deuxième exemple de mutation et de transformation tout à fait importante, c'est ce que j'appelle les transformations sociologiques. Une population active de plus en plus formée, de plus en plus informée, ce qui ne veut pas dire forcément que cette population est plus compétente que les générations précédentes, mais elle est plus formée. Moi, je suis d'une génération, je donne souvent cet exemple, où l'âge moyen de sortie du système scolaire, c'était 18 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen de sortie du système scolaire, c'est 21 ans, 22 ans. L'âge moyen de sortie du système scolaire. Ce qui a quoi comme incidence en lien avec le développement des moyens d'information et de communication? C'est que les jeunes, et une partie de plus en plus importante de la population active, a de plus en plus de repères qui font que le rapport à la fonction, le rapport à l'autorité, le rapport aux institutions traditionnelles, même le rapport au travail, se modifie profondément. Se modifie profondément. Moi, quand j'étais au fond de la mine à 17-18 ans et qu'on me disait que l'ingénieur allait descendre dans le chantier, j'avais un frisson qui me parcourait le dos parce que monsieur l'ingénieur descendait dans le chantier. Et le chantier était nickel. Aujourd'hui, l'ingénieur, il n'impressionne plus parce qu'il est ingénieur. Mais ce qui est vrai pour l'ingénieur est vrai pour le professeur, pour l'enseignant, est vrai pour le policier. Le policier, le képi, c'était respecté, c'était sacré. Aujourd'hui, ce qui était vrai pour tout cela, pour la justice, etc. Le médecin, le rapport qu'on avait au médecin, c'était un rapport, je dirais, presque sacré, le médecin. Aujourd'hui, non, le médecin, on discute, on veut savoir, on veut qu'ils expliquent, on veut, etc. Alors qu'avant, on allait voir le médecin, il donnait la parole, il disait voilà ce qu'il faut faire, et puis merci docteur, et on partait. Bon. On voit bien que les rapports d'autorité, les rapports de pouvoir se modifient profondément. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'entreprise ou la société. Prenez sur le plan familial. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 6 gamins. Quand on était adolescent, et qu'on s'en sortait le soir et que le père disait « vous rentrez à 9h », on rentrait avant 9h, c'était formidable. On rentrait à 9h, c'était encore bien. On rentrait à 9h10, c'était autre chose que c'est l'engueulade. On rentrait à 9h30, c'était autre chose que l'engueulade. Moi, mes 3 enfants, quand ils étaient adolescents, quand ils avaient des sorties avec des copains, ils me disaient « Papa, on a une boum ce soir avec les copains et les copines. » Je dis « Bon, vous rentrez à 23h30. » « Oh, papa, tu n'es plus dans le coup, la fête commence, enfin, etc. » J'acceptais de discuter, de me concerter. Je dis « Bon, ok, allez, minuit et demi, ok, ça marche. » Je veux dire, alors je ne vous parle pas des rapports hommes-femmes. Le rapport de ma mère avec mon père, c'était quoi la fonction de maman? La fonction de maman, c'était que quand le père partait à la mine, la musette était prête, le bleu travail était prêt, le casse-croûte était prêt, quand il rentrait, que tout ça était prêt, et il fallait s'occuper des gamins. Moi, je suis marié, et ça ne s'est pas passé tout à fait pareil. Donc, on voit bien que les rapports d'autorité au sens fondamental du terme, les rapports de pouvoir, d'une certaine manière, se sont profondément modifiés. Et ces modifications des rapports d'autorité, des rapports de pouvoir, posent en des termes nouveaux à la fois les modes de management dans les entreprises et la nature du dialogue social. Autre événement très important, c'est bien sûr le processus de mondialisation, qui alors là percute complètement. On avait dans notre pays, on a encore trop tendance d'ailleurs à réfléchir d'une façon hexagonale. On est les plus beaux, les meilleurs, etc. Ce qui se passe à l'extérieur. Moi, quand j'étais à Washington, j'étais souvent sidéré. Moi, j'ai passé 3 ans aux États-Unis. Je crois avoir commencé à comprendre les États-Unis. Mais il m'a fallu 3 ans. Mais moi, j'ai des personnalités politiques, syndicales, Vianney, par exemple, ou Blondel, qui sont venus à Washington, que j'ai accueillis dans mes fonctions à Washington, et voilà, mais aussi des chefs d'entreprise, qui, au bout de 48 heures, avaient une connaissance des États-Unis absolument extraordinaire. Voilà. Je veux dire par là qu'on a besoin de s'ouvrir, de regarder un peu.
Voilà. Et donc la mondialisation, je crois qu'il faut éviter deux écueils fondamentaux. Hein. La première qui se traduirait dans une espèce de fuite en avant en disant la mondialisation c'est formidable, une attitude un peu béate devant la mondialisation. Et l'autre attitude à rejeter, c'est de dire « oh là là, c'est terrible, mettons les barrières, hein, mettons les barricades et regroupons-nous sur nous-mêmes ». Non, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la mondialisation, c'est à la fois une opportunité fantastique, mais c'est aussi des risques. Comment on essaye d'utiliser les opportunités que constitue la mondialisation et quels sont les moyens qu'on se donne pour éviter qu'elle soit source de risques encore trop importants, etc. Autre point très important sur l'évolution, et on le voit bien, j'irai très vite là-dessus pour essayer d'arriver plus sur les pistes de changement possibles, hein, sur les limites de l'État-providence. Hein, l'État qui a réponse à tout. Moi, je suis assez stupéfait de voir qu'aujourd'hui, encore dans un certain nombre de dossiers, on attend que l'État intervienne, on demande à l'État de jouer un rôle qui ne devrait pas être le sien. Et on constate d'ailleurs que des grands patrons de certaines entreprises où l'État intervient satisfont les pressions gouvernementales en démontrant l'inutilité du dialogue social. C'est-à-dire cède plus facilement lorsque le gouvernement dit « hé là, faites un effort », que quand les syndicats disent « il faudrait faire un effort ». Bon, hein. Et puis, il y a peut-être aussi, pardonnez-moi un peu cette image, hein, moi je ne demande pas à un ministre d'être mannequin ou clown, je lui demande d'être quelqu'un qui essaye d'ouvrir des voies, de réfléchir, et pas de se transformer, car encore une fois, en mannequin ou clown. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que lui sur ce terrain. Voilà. Autre point sur lequel quelques mots pour dire que une des difficultés devant lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est effectivement le fait que nous sommes de plus en plus entrés dans l'ère de la gestion des incertitudes plus que la gestion des certitudes. Or, très longtemps, le fondement un peu de la pensée, c'était de gérer les certitudes. Le progrès, de toute façon, il n'y a pas de problème. Le progrès va, par automatisme, entraîner le progrès global de la société. L'idée que la croissance va permettre de régler tous les problèmes. Même si, effectivement, augmenter le taux de croissance, essayer de passer à 1%, 2% de taux de croissance, ça va être vraiment nécessaire, ça va aider. Mais imaginez que passer à 2%, vous voyez l'objectif quand même par rapport à la situation actuelle, passer à 2% de taux de croissance, ça va régler nos problèmes, c'est bon, non, soyons sérieux, ça va aider, mais ça ne va pas régler tous les problèmes d'exclusion, de chômage, de jeunes, etc., etc. Et puis l'idée, comme je l'évoquais dans mon introduction, que la compétitivité repose essentiellement sur l'écoute. Alors, comment s'en sortir à partir de la problématique du dialogue social qui est l'exercice que vous m'avez, qu'on m'a imposé pour mon intervention et pour ouvrir un peu la discussion. D'abord pour dire que on est dans un pays où le dialogue social est encore trop sur la mode de la confrontation et plus que sur celui de la coopération ou du partenariat ou des synergies. Et ça, c'est une caractéristique par rapport à d'autres pays européens qui s'explique à la fois par l'histoire, qui s'explique aussi par le comportement des uns et des autres, etc. Deuxième caractéristique, on est encore trop dans le dialogue social fondé sur ce que j'appelle le SMJ, le service minimum juridique. Ah là, on est bon, on est très bon. La loi dit il faut réunir les délégués du personnel tous les mois, il faut les écouter, il faut répondre à leurs questions. Eh ben, pas de problème. On les réunit tous les mois, on répond à leurs questions, et voilà. On ne se pose pas la question, tiens, est-ce qu'on pourrait faire peut-être un peu autrement? Les CE, comité d'entreprise, pareil. La loi dit il faut les réunir, les consulter sur tel sujet. Allez, pas de problème. On les réunit, on les consulte, etc. On est dans le service minimum juridique. Et je considère d'ailleurs, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel, ça ne va pas me faire que des amis, mais on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour réfléchir. Je considère que les juristes ont une place beaucoup trop importante dans le dialogue social des entreprises, qui traduit une faiblesse
du dit dialogue social. Alors, et c'est pas de la faute seulement des chefs d'entreprise, hein, c'est aussi la faute des représentants du personnel. Hein. Alors évidemment, quand on est en difficulté, on prend le livre rouge, le code du travail, hein, article L machin chose, non, L machin chose, et puis voilà, on est dans le querelle. Alors quand on n'arrive pas à se comprendre, allez hop, chacun téléphone à un avocat, on fait des machins, et puis voilà. Bon, ça traduit une faiblesse. Alors j'ai pas de mépris pour, bien sûr, pour le respect des règles. Hein. Par contre, ça traduit bien que la loi intervient beaucoup trop dans tout ce qui touche au dialogue social. Et d'ailleurs, ça pose une... Alors, je ne suis pas juriste, hein, pardonnez-moi, hein, mais il y aura des gens qui me rappelleront à l'ordre et qui m'aideront à réfléchir. Ça pose même la conception de la loi. Est-ce que dans le domaine social, la loi doit être systématiquement normative ou peut-elle être, dans certains cas, normative sur certains sujets et indicative ou incitative sur d'autres sujets ? Cette idée commence à progresser. Mais on a encore un bout de chemin à faire. Hein. Parce qu'une loi, aussi bonne soit-elle, ne peut pas répondre à la complexité et à la diversité des situations. Et que donc, il est important de laisser aux acteurs, dans les branches professionnelles et sur le terrain, dans les entreprises, des espaces qui leur permettent effectivement de répondre aux problèmes qui sont posés par le corps social. Et puis on est dans un dialogue social, troisième aspect, fondé davantage sur la défiance plus que sur la confiance. Alors comment s'en sortir? J'ai envie d'une provocation. Vous savez, il n'y a pas de miracle. On a les syndicats qu'on mérite. Et quand je m'adresse à des syndicalistes, je leur dis, il n'y a pas de miracle. Vous avez les patrons que vous méritez. Alors je vais le dire autrement. Pardonnez-moi la trivialité du propos. Si j'ai une attitude de con, je provoque la connerie. Garantie. Garantie. Si par contre je tente de faire le pari de l'intelligence, enfin, le pari, hein, je sais bien que c'est un pari. Si je tente de faire le pari de l'intelligence, si je tente de faire le pari de la confiance, je peux provoquer de l'intelligence et de la confiance. Dans certains cas, ça peut aller vite. Dans certains cas, ça sera très long. Dans certains cas, ça peut être cause désespérée, je vous l'accorde. Mais quand ça va mal, dans le domaine comme les relations sociales, la faute n'est pas seulement d'un côté. Elle est toujours partagée. Et quand je dis partagée, ça ne veut pas dire 50, encore une fois. Mais, ouais, je vais rappeler un événement. Ouais. Quand le président Bailly m'a chargé de la mission du Grand Dialogue à la Poste, où j'ai donc animé pendant 5 mois et demi une commission composée des organisations syndicales, des représentants de la direction et d'experts que j'ai choisis pour essayer de faire des préconisations pour améliorer la situation du dialogue social dans l'entreprise. Donc avant d'accepter, j'ai rencontré le président pour qu'il m'explique la stratégie de l'entreprise, les problèmes, etc. Et à la fin, il a cette phrase et me dit voyez, je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher dans tout ce qu'on a fait. J'ai dit mais attendez, quand ça ne va pas comme ça, il y a quand même quelque part quelque chose auquel vous devez au moins vous poser des questions. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas possible. Quand on est dans une situation difficile, c'est jamais totalement à 100% la faute de l'autre. Et ce que je vous dis là, c'est vrai dans les relations sociales, c'est vrai y compris dans les relations interpersonnelles. Hein, quand il y a des difficultés, c'est jamais 100%. Un a peut-être 99% de responsabilité. Mais le fait de se poser la question, j'ai 1% de responsabilité, comment je peux essayer de répondre à ce 1% et changer un peu, ça peut aussi aider à trouver le processus qui permet de progresser. Donc, si le dialogue social ne marche pas, c'est un peu une responsabilité partagée par les politiques, entre les politiques, les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les organisations patronales, etc. Alors, comment s'en sortir ? Il faut s'en sortir par quelques pistes très simples. D'abord, première chose, se poser la question, c'est quoi une entreprise ? Alors moi, je peux tourner le bébé comme je veux. Une entreprise, c'est bien sûr des capitaux, c'est un produit,
c'est un service, c'est une technique, c'est un mode d'organisation, un système juridique. Mais c'est quand même, hein, ou alors j'ai rien compris, hein, c'est quand même des hommes et des femmes qui font la réalité de l'entreprise. C'est donc une communauté humaine où des hommes et des femmes mettent en commun leur potentiel, leur intelligence, leur savoir-faire, leurs qualifications, leurs espoirs, pour réaliser un bien et un service au meilleur prix, etc., etc. Bon. Si effectivement l'entreprise c'est ça, le dialogue social ne s'impose pas parce que la loi vous y oblige. Parce que la loi prévoit qu'il faut réunir les délégués du personnel ou parce que la loi prévoit qu'il faut réunir le CE, etc. Si l'entreprise est un corps social, il faut bien que l'entreprise considère que le dialogue que j'organise avec mon encadrement, avec le personnel, est un axe stratégique et pas une conséquence de choix stratégiques, économiques ou financiers. Hein? Moi, je suis assez stupéfait de voir dans combien de directions il y a peu de réflexion stratégique sur quelle politique sociale on va mener pour les 5 prochaines années. Quel type de relations sociales on veut construire pour les 5 prochaines années. Comme il n'y a pas de réflexion stratégique, qu'est-ce qui se passe? Ben, les entreprises répondent aux injonctions de l'extérieur, le gouvernement. Allez les enfants, il faut un accord sur les seniors, il faut un accord sur l'égalité professionnelle, sinon vous aurez des sanctions. Ou alors répondre parce qu'il y a le corps social qui fait pression, parce que les syndicats font pression, etc. Vous donner un exemple concret, hein, quand je parlais, y compris tout à l'heure, du SMJ. Il y a 2 ans, a été publié un rapport demandé à la demande du Premier ministre, M. Fillon, sur le bien-être au travail, signé par Lachmann. À ce que je sache, Lachmann n'est pas un gauchiste. Hein. Il est un ancien patron de Schneider Electric, en plus il est alsacien. Voilà. Bon, comme moi d'ailleurs, donc hein, on n'est pas des gauchistes en général en Alsace. Bien. Donc ce rapport, rédigé avec également Muriel Pénicaud, la DRH de Danone, et d'un ancien syndicaliste de la CGT, membre du Conseil économique et social. Un rapport de 30 pages, avec 10 préconisations. Je voudrais savoir dans combien de comités de direction on a eu un petit échange en disant tiens, on pourrait peut-être essayer de voir quelles sont les 2 ou 3 idées qu'on pourrait retenir et sur lesquelles on pourrait travailler. Je voudrais savoir dans combien d'entreprises on a proposé au CE, tiens, on sort un peu de notre rituel habituel, disant tiens, il y a un rapport, et si on demandait à quelqu'un de venir nous l'expliquer, et si on essayait de se dire ensemble quels sont les 2... On n'est pas dans une phase de négociation, de concertation, on essaie de réfléchir ensemble, de comprendre ensemble le rapport, et de voir comment on peut l'utiliser pour le travail qu'on a à faire dans notre entreprise, à partir des problèmes qui se posent dans notre entreprise. Voilà. Donc le dialogue social est un élément stratégique, etc. Hein, et pas quelque chose qu'on fait parce que la loi vous y oblige ou parce que on est sous la pression, etc. Ça suppose également l'amélioration du dialogue social, être capable de reconnaître la légitimité des acteurs qu'on a en face de soi. Fondamental. Moi, quand je fais de la formation, de l'encadrement, supérieur, intermédiaire, je leur dis toujours, face au syndicalisme, on peut avoir 2 opinions. Une opinion positive, on regarde ce que le syndicalisme a contribué comme progrès économique, social et culturel. Il a quand même un peu sa place dans ce processus. Car si on bénéficie aujourd'hui d'un certain nombre de choses, c'est pas parce qu'un jour, comme saint Paul sur le chemin de Damas, éclairé par la foi, les patrons, le monde patronal s'est dit « nous allons créer un système de protection sociale ». Nous allons créer un système de garantie sociale face au chômage. Nous allons, etc., etc. C'est un peu plus compliqué que ça. S'il y a effectivement des chefs d'entreprise qui, dès l'origine du XIXe siècle, ont intégré le social comme un élément tout à fait fondamental, c'est bien sûr que c'est vrai. Évidemment, c'est tout à fait vrai. Mais reconnaissons quand même que ce n'est pas la majorité. Hein. Sinon, ça s'aurait su. Et surtout, ça s'aurait observé. Hein, voilà. Et donc, on peut avoir cette attitude positive à l'égard du syndicalisme. Mais on peut aussi avoir une attitude négative à l'égard du syndicalisme français. Quand on voit l'émiettement du syndicalisme français, c'est extraordinaire. 7 confédérations. 7. Prenez la Belgique, 2. L'Italie, 3.
L'Espagne, 2. Pays scandinaves, 2. L'Allemagne, DGB. Hein, avec 2 petites organisations, mais qui n'ont pas du tout l'influence. DGB, il représente à lui tout seul 80% des adhérents en Allemagne. Vous prenez les Pays-Bas, 3 organisations syndicales, etc. Nous, non, nous, on en a 7. Pour vous donner un exemple précis, j'ai eu l'occasion d'intervenir il y a 2 ans ou 3 ans dans une entreprise de la région parisienne de 180 salariés travaillant pour Air France, une entreprise de 180 salariés, 7 délégués syndicaux. 7 délégués syndicaux. Vous imaginez les négociations autour de la table, hein, où en fait les uns les autres ne se situent plus par rapport aux problèmes qu'il faut traiter, mais par rapport au positionnement de la concurrence. Comment, me positionnant différemment, je peux décrocher plus d'adhérents ou plus de voix aux prochaines élections professionnelles. Donc c'est vrai que l'émiettement syndical est un handicap, je reviendrai tout à l'heure, dans le dialogue social. Donc on peut avoir une opinion positive ou une opinion négative à l'égard du syndicalisme. Sauf que manque de peau, hein. Principe de réalité. Moi je suis un afro-réformiste, qu'est-ce que vous voulez, ça, depuis longtemps. Hein. Principe de réalité. Ils ont une légitimité. Ils sont reconnus par la loi. Ils sont délégués syndicaux, ils sont représentants du personnel, etc. Et quelle que soit l'opinion que je peux porter sur eux, je peux considérer que celui que j'ai en face de moi est un méchant, hein, sauf qu'il a une légitimité. Et donc je dois me poser la question, comment je peux rentrer en relation avec lui, comment je peux tenter de le déstabiliser positivement, et rentrer en relation avec lui et reconnaître sa légitimité ne veut pas dire être d'accord avec lui. Mais il a une fonction. Je ne peux pas rentrer en dialogue avec lui si je ne reconnais pas la légitimité de sa fonction. Comme lui doit reconnaître que vous avez une légitimité, que les managers ont une légitimité, etc. Donc reconnaître la légitimité. Pour le dire autrement, hein, quand dans une entreprise, un salarié de quelque niveau que ce soit, cadre, technicien, ouvrier, employé, est candidat à une élection de CE, DP ou est nommé délégué syndical, ça ne provoque pas spontanément les félicitations de la hiérarchie. Voilà. Ce serait plutôt de dire « oulala, encore un de plus ». Ou alors de se dire « oh, on a quand même loupé un truc. Il est quand même pas mal ce petit. On aurait peut-être pu lui proposer un poste dans l'entreprise. On l'a loupé, quoi. » Voilà. Mais on a du mal à reconnaître la légitimité. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, toute ressemblance avec une situation existante serait purement fortuite. Hein, je bourlingue quand même dans pas mal d'entreprises. Et je regarde les journaux d'entreprise. C'est assez fascinant. Hein, souvent des belles brochures, belles présentations. Hein. Jour, page 2 et 3, photo du patron, édito du patron. Normal, c'est le journal d'entreprise. Je continue. De temps en temps, photo du DRH, édito du DRH. Mais beaucoup moins souvent. Ça, déjà, c'est un signe. Aussi, un signe. Puis je continue. Puis j'observe, on fait état d'un tel partenariat nouveau avec tel secteur, telle entreprise, ou tel cadre qui réussit une prouesse technique, ou tel développement, etc. Rien sur le dialogue social. La Pravda. À côté de la Pravda, dans la même entreprise, vous avez souvent le CE, le comité d'entreprise, qui est un petit journal d'entreprise. Ben, je regarde ce petit journal. Je vous assure, je n'invente pas. Je n'invente pas. Photo du secrétaire du CE, édito du secrétaire du CE, photo du trésorier, édito du trésorier. Puis on vous explique que la sortie pédestre qu'on a organisée il y a 15 jours était formidable, que la vente de billets pour le cinéma et le théâtre était bien, que la partie de boules qu'on a organisée, etc. Bon. Donc 2 informations parallèles. Ça renvoie à quoi comme image? Pour l'encadrement, pour l'ensemble des salariés? Ah ben 2 entreprises. La vraie, et puis une que, bon d'accord, la loi nous l'oblige, enfin, etc. Pourquoi pas imaginer que dans le journal d'entreprise, on puisse effectivement, de temps en temps, interviewer le secrétaire du CHSCT,
interviewer de temps en temps le secrétaire du CE. Ou bien quand un accord est signé, dire que ben voilà, le DRH va expliquer en une page pourquoi cet accord est important pour l'entreprise, et on donne la parole aux 2 ou 3 signataires en leur disant « Vous avez tous les 3 ensemble une page, débrouillez-vous à vous mettre d'accord pour qu'effectivement vous puissiez remplir cette page et dire pourquoi vous avez signé. » Pour donner de l'image de l'entreprise, une image qui correspond à la réalité. Si on ne le fait pas, ça a quoi comme effet pervers? Mais ça a comme effet pervers de faire en sorte qu'un certain nombre de salariés, et souvent, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est une réalité qu'il faut aussi aborder, souvent les meilleurs, ne s'investissent pas dans les fonctions de représentants du personnel, craignant que ça peut avoir une incidence sur leur déroulement de carrière professionnelle. Parce que l'entreprise ne donne pas de la visibilité au fait qu'elle intègre cela comme quelque chose d'aussi important que l'activité professionnelle classique, traditionnelle. Donc, vous voyez, hein, la question sur le respect des acteurs de la légitimité pose un certain nombre de points tout à fait importants. Ça suppose également, si on veut améliorer le dialogue social, traiter les problèmes le plus en amont possible, hein, faire le pari de la confiance, de l'intelligence, le traiter le plus en amont possible, considérer qu'il faut accorder une grande importance à la méthode, au processus, etc. Prendre conscience surtout que négocier, c'est pas convaincre l'autre du bien fondé de ses positions. Quand on regarde les processus de négociation, de part et d'autre, chacun essaye de convaincre l'autre du bien fondé de ses positions, dans la majorité des cas. Comment se préparent les négociations dans les entreprises en général? Ben, le comité de direction a un petit échange. La personne, le DRH ou la personne chargée de préparer la négociation s'entoure de juristes, s'entoure éventuellement d'experts ou de consultants extérieurs, mettent dans le coup les compétences internes pour préparer ce que pourrait être l'objet du protocole et du compromis. Et alors il y a cette phrase superbe, et là la messe est dite. Comment on va vendre cela aux représentants du personnel? Non pas de se poser la question comment je vais créer un processus de co-construction le plus en amont possible pour préparer la négociation, mais comment je vais vendre ça aux représentants du personnel? Et donc on ne négocie pas. En face, les gens réagissent parce qu'ils n'ont pas été impliqués le plus en amont possible au processus de préparation de négociation. Et puis ça suppose également l'idée que j'évoquais tout à l'heure d'accepter, de revisiter le concept d'avantage acquis, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause tous les acquis, mais d'être en capacité régulièrement de faire le point sur ce qu'il faut maintenir, ce qu'il faut changer, parce qu'on est dans une situation nouvelle et que la loi qu'on a votée il y a 10 ans ou 15 ans ou l'accord qu'on a conclu il y a 3 ou 4 ans n'a pas pu intégrer les éléments nouveaux auxquels nous sommes confrontés, ou bien de se dire qu'est-ce qu'il faut inventer parce que nous sommes dans une situation inédite. Et enfin, dernier point qui est celui de l'émiettement syndical, hein, qui caractérise le syndicalisme français. D'abord pour dire qu'il y a des origines historiques sur lesquelles on pourrait revenir si c'est nécessaire tout à l'heure. Puis il faut aussi dire sur lesquels une partie du patronat a joué. Hein. Pendant une période, il y a eu quand même quelques trucs. Voilà, hein. Je voudrais quand même rappeler, enfin certains d'entre vous doivent certainement se rappeler, que pendant une certaine période, l'interlocuteur privilégié, c'était Dédé, Bergeron. Et non seulement Dédé était l'interlocuteur privilégié, hein, les caisses de sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, les caisses de retraite étaient gérées systématiquement paritairement entre FO et le CNPF de l'époque. Les autres exclus. Là, j'y suis un peu pour quelque chose. En 92, 90 plus exactement, quand Michel Rocard était Premier ministre, j'ai réussi à faire passer l'idée que le minimum, le principe démocratique serait qu'on puisse, toutes les organisations syndicales représentatives, être chargées de co-gérer avec le patronat, pas seulement une organisation, mais toutes les organisations syndicales.
Et non seulement c'était l'allié privilégié, l'interlocuteur privilégié au niveau national, mais dans de nombreuses entreprises ou dans des branches professionnelles, on n'hésitait pas à aider à l'implantation de forces ouvrières. Alors ça se comprend aussi historiquement, parce que la CGT, c'était vraiment les marxistes, hein, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais c'était les marxistes à l'époque. Hein. Donc le diable, oh là là, on ne veut pas du diable. Hein. Puis la CFDT, oh là là, la CFDT qui était CFTC, les défroqués, là, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, hein, parce que la CFDT a aussi connu son délire idéologique, hein, avec l'autogestion, les années 70, où on était dans un délire idéologique absolument extraordinaire, et donc le patronat était, oulala, ils sont encore pires que la CGT, parce que non seulement ils sont dans une perspective de transformation de la société, mais en plus, ils sont pas mal intelligents, ces garçons, quoi. Donc, il faut se méfier de ces gens-là. Hein. Et donc, FO était l'interlocuteur privilégié. Donc, ce pluralisme, cette division syndicale s'explique aussi par cela, mais la responsabilité principale, c'est quand même l'histoire et les organisations syndicales elles-mêmes. Et donc, la question de la reconstruction du syndicalisme français est posée. Hein. Moi, j'ai essayé en 89, oui, en 89, vous voyez, 89, hein, c'était pas hier, hein. En 89, j'ai essayé de proposer la constitution d'un pôle syndical réformiste et démocratique. 89, réformiste et démocratique. Pourquoi? Parce que la CGT, c'était Krasuki. Alors, Krasuki, c'était pas un modèle d'évolution, hein. Avec une CGT très inféodée au Parti communiste, lui-même étant membre du bureau et du comité central du Parti communiste. Et je voulais proposer que les organisations plutôt réformistes de la négociation, FO, la CFTC, la CGC, la FEN, la CFTC, nous constituons un pôle syndical réformiste. Et j'avais lancé un appel qui est connu, qui était un appel à... Je les ai appelés par leur prénom, Marc, Jean, Paul Markelly de la CFE-CGC et Yannick Sabron de la FED. Mais mon appel est tombé complètement à plat. D'abord, j'ai eu des problèmes internes. On m'a dit, mais attends, Jean, ça colle pas ton truc là. Tu es plus ambitieux que pour le syndicalisme que pour la CFDT. Vous savez, la chapelle. Alors, il faut défendre la chapelle, les enfants. Hein. Il faut défendre l'étendard. Hein. D'accord ? Et puis, alors à l'extérieur, les autres disent « Non, mais attends, question métaphysique. Qui va être calife à la place du calife ?» Tragique. Hein. Non, mais ça renvoie quand même à des choses sérieuses. Quand, dans un système d'organisation, la question du pouvoir devient essentielle sur la question « À quoi sert le système d'organisation ?» Et que donc, il faut accepter, quand on est calife à un moment donné, bah oui, demain, je ne serai plus calife. Et alors, où est le problème ? La vie est un livre qu'on écrit. Il faut savoir tourner des pages, écrire de nouvelles pages, etc. Mais ça c'est toute une réflexion derrière la question de l'exercice de la responsabilité. Voilà. Donc, en résumé, nous avons un dialogue social qui, de mon point de vue, est vraiment encore à enrichir. Un dialogue social dans lequel tous les acteurs doivent faire un effort, à la fois les organisations syndicales, mais également les dirigeants d'entreprise, le monde politique, etc. Même s'il y a des choses qui avancent, parce que, pour prendre un exemple, on ne peut plus voir la CGT aujourd'hui comme on pouvait la voir il y a 10 ans. Faites attention, la CGT, Thibault tente de faire évoluer la CGT. Alors, il y a du mal, hein, mais il y a des difficultés internes très, très, très lourdes. Mais Thibault, c'est pas Crasu. Il y a une tentative de repositionnement stratégique. Hein. Donc il y a des efforts qui sont faits du côté des organisations syndicales, mais des efforts qui restent très, très insuffisants. Et je pense que nous avons vraiment intérêt à voir comment tous les acteurs concernés par la question du dialogue social peuvent effectivement contribuer. Et nous aurons l'occasion, dans les exemples concrets d'y venir, peuvent contribuer à une modification à la fois des pratiques de gestion et des pratiques sociales et des pratiques du dialogue social. Merci. Merci.